avec Camille Magnard, la dernière partie de la grande table jusqu'à 13h30. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la contre-révolution de Jean-Pierre Philu, historien, spécialiste de l'islam contemporain, ancien diplomate, professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain, Sciences Po, auteur de Je vous écris d'Alep en 2013, après la révolution arabe, 10 leçons sur le soulèvement démocratique en 2011. On le recevait l'an passé pour le Miroir de Damas, où il mettait en lumière les liens qui unissent l'Orient et l'Occident, après les Arabes, leur destin et le nôtre, paru 2 ans auparavant. Aujourd'hui, il s'intéresse aux appareils de sécurité et de répression, le plus souvent nés des indépendances arabes, sur lesquels les régimes fondent leur survie en étouffant tout élan démocratique et espoir de changement. Des systèmes renforcés par la menace djihadiste et la guerre contre le terrorisme, une réflexion qui retrace les dynamiques à l'œuvre depuis plus d'un demi-siècle. Le romantisme révolutionnaire semble loin aux yeux de celui qui confesse aujourd'hui n'avoir pas anticipé la virulence de la réaction contre-révolutionnaire. Je croyais avoir tout vu, écrit-il, tout vu de la part des despotes arabes, leur perversité, leur brutalité, leur rapacité, mais je sous-estimais encore leur férocité et leur capacité à brûler littéralement leur pays pour ne rien céder de leur pouvoir absolu. Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe, votre nouvel ouvrage paraît aujourd'hui à la Découverte. Bonjour Jean-Pierre Philu. Bonjour. Bonjour. Ce livre, c'est une version française d'une œuvre déjà parue à Londres et à New York, intitulée From Deep States to Islamic States. Deep State comme état profond. Qu'est-ce que ce terme recouvre exactement ? Bien, l'état profond est né en Turquie dans les années 1990. En tout cas, c'est le terme par lequel la société, les démocrates turcs, ont qualifié une alliance très malsaine entre services de sécurité, justice corrompue et gangsters pour éliminer les opposants politiques. À l'époque, c'était les nationalistes kurdes, c'était la gauche, et ensuite c'est devenu plutôt les islamistes. Mais il y a toujours cette idée que quelque part, pendant qu'on joue la comédie des institutions, pendant qu'on va voter pour des plébiscites joués d'avance, eh bien le pouvoir réel, il est loin des yeux. Et il est dans cet état profond qui a ensuite parasité l'ensemble du monde arabe et a permis en partie la sauvagerie de la contre-révolution que vous évoquiez. État profond que vous définissez par ailleurs comme la capacité des classes dirigeantes donc à endiguer le défi populaire pour comprendre cette guerre déchaînée par les régimes arabes contre leur propre peuple. Il faut donc aller voir en coulisses, comprendre les mécanismes et comprendre aussi ce qui se joue à travers l'histoire, à travers les décennies et ce qui peut éclairer la situation actuelle. Les états profonds, à l'exemple de la Turquie avec lequel vous ouvrez votre essai, Jean-Pierre Philu, jusqu'à l'État islamique. Quel est le fil qui relie ces deux situations ? On ne peut pas dire ces deux États, puisque l'État islamique, même s'il a souhaité avoir un califat, n'en est pas un. Et il est en plus en perte de vitesse territoriale aujourd'hui. Quel trait commun, malgré la diversité donc des pays et des situations décrites ? C'est ce que le regretté Michel Serra appelait l'état de barbarie pour décrire le régime Assad en Syrie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport de type citoyen, de type politique avec la société. Il n'y a plus qu'un rapport d'ultra-violence, un rapport de répression déchaînée et un rapport de liquidation de l'ennemi. Il faut bien voir que, évidemment, sans atteindre l'horreur absolue qui a été celle des djihadistes, à partir du moment où on traite son opposition comme une cinquième colonne, comme qu'on considère qu'elle n'est pas légitime, qu'elle n'est pas composée de compatriotes, de concitoyens, mais d'agents de l'étranger contre lesquels on peut exercer une violence d'État ainsi légitimée, effectivement, les limites de la violence reculent peu à peu, et aujourd'hui on voit qu'on a atteint des niveaux de violence qui, pour l'historien que je suis, compris dans la longue durée, sont inégalés. Ces structures de l'ombre, elles ont été assez peu étudiées jusqu'ici. On met souvent des gros mots, des grands mots sur ces régimes, dictature, autocratie. Nous qui vivons aujourd'hui dans des États démocratiques, on peut râler contre nos gouvernements et nos majorités. On peut contester ou trouver que les voix de l'opposition sont trop faibles. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas exactement comment ces structures se sont mises en place. Alors pourquoi elles sont aussi peu étudiées ? Est-ce que c'est, d'après vous, Jean-Pierre Philu, parce que leur opacité rend leur mise à jour complexe, ou est-ce que c'est parce qu'elles sont
tentaculaires, ces structures de l'ombre? Est-ce que c'est aussi parce que tout en se nourrissant de la terreur, elles font peur à leur tour et on a du mal à aller vraiment s'immiscer dans ce monde un peu opaque et profond? C'est évidemment un peu de tout ça. C'est dangereux de travailler sur ces systèmes parce que ce sont des systèmes qui vivent de la peur et qui ont recours dans une impunité totale à la violence. Un de mes chapitres rappelle le cas de Giulio Regini, étudiant italien, qui a entre guillemets disparu en Égypte le 25 janvier 2016. Son corps a été retrouvé atrocement mutilé. On sait parfaitement que c'est la sécurité d'État, donc la police politique du régime Sisi qui est responsable de ce crime. Et en même temps, on voit que peu à peu, chacun s'est fait à cette nouvelle réalité, a passé son chemin. L'Italie a renvoyé son ambassadeur au Caire. Donc il y a effectivement ce risque qui n'est pas du tout virtuel de travailler sur ces sujets. Et puis il y a l'opacité effectivement. Alors si j'ai pu aller un peu plus loin dans cette étude, c'est parce que eh bien les bourreaux sont aussi sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup des djihadistes, de Daesh, de tout le tapage qu'ils font en vidéo plus ou moins effrayante, mais il faut savoir que maintenant pratiquement tous les organes de répression ont une page Facebook sur laquelle ils communiquent, sur laquelle ils essaient de justement imposer leur vérité officielle. Par exemple, en Égypte, il est devenu illégal, on peut aller en prison, y rester longtemps, d'évoquer un bilan d'attentats terroristes plus important que celui qui a été donné officiellement par les services de sécurité. Et en même temps, par ces pages Facebook, c'est une citation en ouverture de ce livre, on a Sisi, l'actuel président de l'Égypte, qui, moins de 2 mois avant son coup d'État, explique la main sur le cœur que ce serait absolument abominable que l'armée se mêle de politique en Égypte, parce que ce serait transformer le pays, je cite, en un nouvel Afghanistan, une nouvelle Somalie. Ben voilà, on y est depuis 4 ans et demi. On a eu encore récemment, dans le nord du Sinaï, avec 311 morts, l'attentat terroriste le plus important de l'histoire de l'Égypte, ce qui veut dire que plus on a de répression, plus on a de terrorisme. Et c'est ce paradoxe apparent que je voulais aussi éclairer. Alors vous le rappelez aussi, dans cet ouvrage, vous touchez un peu à toutes les disciplines, vous ne vous cantonnez pas à l'histoire qui est votre discipline phare et fondatrice, vous touchez aussi forcément à la science politique, vous touchez aussi au droit, il en est beaucoup question, mais c'est quand même assez étonnant comme démarche ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour comprendre ce qui se joue, et même à travers 50 ans d'histoire, vous devez non plus aller consulter les vieilles archives, vous allez sur Internet pour vous informer, pour chercher et pour comprendre ce qui se passe. C'est là que ça se joue pour un chercheur aujourd'hui en histoire contemporaine. Ce qu'il faut, c'est justement avoir cette capacité, cette ouverture face aux nouveaux matériaux d'histoire. Quand j'ai écrit sur les contestations politiques arabes de ces dernières années, nous sommes 7 ans après le début de ce qu'on a appelé le printemps arabe, moi plutôt la révolution arabe. Il est évident que sans les réseaux sociaux, sans les blogs, sans les pages Facebook de tous ces comités, on ne pouvait pas appréhender cette réalité. Mais il y a bien d'autres moyens pour essayer d'y voir plus clair. Il faut voir que ces régimes, contrairement à l'image qu'ils donnent, sont profondément instables. Ils sont en permanence traversés par des luttes de pouvoir impitoyables. Et ces luttes de pouvoir, parfois, elles tuent le vaincu, c'est même généralement la règle, mais parfois le vaincu est battu, exilé, et à ce moment-là, il commence à raconter. Alors effectivement, généralement, il le raconte en arabe, mais on peut aller dans ses mémoires, dans ses journaux, et on peut éclairer ainsi les coulisses de ces intrigues. J'essaie de montrer la logique darwinienne de ces coups d'État, où au fond, celui qui survit à la fin, celui qui s'impose comme le chef et qu'on nous présente comme le leader incontesté, c'est fondamentalement le pire, c'est-à-dire celui qui a réussi à tuer tous les autres, ou à les éliminer, ou à les trahir. Et évidemment, le symbole de cette victoire du pire, c'est Hafez el-Assad, qui établit en 1970 son pouvoir absolu sur la Syrie, pouvoir tellement absolu qu'il peut le léguer littéralement à son fils 30 ans plus tard. Bachar el-Assad.
Il y a des intuitions aussi et il y a des références à l'histoire omniprésentes dans cet ouvrage, Jean-Pierre Philu. Ainsi en va-t-il des Mamelouks. Qui sont aujourd'hui les nouveaux Mamelouks, Jean-Pierre Philu? Est-ce que c'est cette fameuse triade qu'on retrouve dans le titre de l'ouvrage, gangsters, généraux, djihadistes? Effectivement, en tout cas, les généraux, certainement. Alors, les Mamelouks dont je parle sont les Mamelouks qui ont dominé l'Égypte et la Syrie de 1260 à 1516, un peu plus longtemps en Égypte, mais qui fondamentalement étaient une caste d'esclaves affranchis, qui avaient un rapport extrêmement conflictuel, voire étranger à la société locale, dont elle ne parlait souvent même pas la langue, mais qui en même temps tenaient ces deux pays de manière très dure, mais qui étaient obsédés par les luttes de pouvoir qui la traversaient, là où très souvent on raconte le récit de leurs épopées extérieures. Et aujourd'hui, ce que je qualifie de mamelouk moderne, et je pense qu'il y a 4 États qui correspondent à cette définition, donc Syrie, Égypte, mais aussi Algérie et Yémen, se sont constitués dans des luttes de pouvoir tout à fait extérieures, opaques, y compris à la population. Et puis une fois que les luttes de pouvoir ont produit le nouveau champion, à l'époque, on allait faire la prière à la mosquée au nom d'un calife qui n'avait aucun pouvoir. Et aujourd'hui, bien, on organise des plébiscites à 97-98%. C'est vrai que depuis plus de 30 ans que je sillonne d'une façon ou d'une autre le monde arabe, je m'étais toujours posé la question, mais pourquoi font-ils des élections? Quel besoin d'aller faire des élections à 98-99%? Donc c'est une forme de réponse. Et je constate que, eh bien, ils continuent imperturbablement à organiser ce type de grand-messe électorale sans compétition digne de ce nom. Parce qu'ils y tirent, ils y trouvent une légitimité sur laquelle aussi asseoir leur pouvoir. Vous racontez qu'ils construisent aussi ces structures. Ils s'assiedent aussi sur une logique de rente. Qu'est-ce que c'est ce business de la sécurité et ce business des énergies aussi qui leur permet d'alimenter ce pouvoir indéboulonnable? Alors, bon, pouvoir indéboulonnable parce qu'on n'a jamais laissé ceux qui auraient pu le déboulonner, c'est-à-dire les populations. Parce qu'ils n'ont jamais laissé. Alors eux ne l'ont jamais laissé, bien sûr. Mais il faut voir que, ça permet aussi de répondre à votre question sur la rente, que cette rente, elle est largement internationalisée. Si la rente n'était que nationale, si on n'avait que le pillage des ressources du pays, eh bien on voit ce qui s'est passé avec Ben Ali. Ben Ali n'a pas pu tenir face au soulèvement de sa population il y a donc 7 ans. À partir du moment où cette ressource est gagée sur des intérêts extérieurs, étrangers, elle peut permettre à ces régimes de nier au sens propre la population. C'est-à-dire littéralement de se moquer de ce que les femmes et les hommes pensent d'eux, et de les traiter comme une armée étrangère traiterait une population occupée. Alors cette rente, elle est de 2 niveaux. Il y a la rente pétrolière qui est bien connue, qui est pour la plupart de ces régimes une rente dérivée de la part soit des pétromonarchies, soit de l'Iran, qui a beaucoup fait pour tenir à bout de bras le régime d'Assad. Mais il y a la rente qui se développe depuis le début de ce siècle et qui est aujourd'hui absolument fabuleuse, c'est la rente antiterroriste. Et on a l'impression que cette rente-là, elle est inépuisable parce que on n'aura jamais assez d'argent pour des projets de développement, mais on en aura toujours trop pour la lutte antiterroriste. Je rappelle que 3 ans de coalition anti-Daesh en Syrie et en Irak ont coûté aux seuls États-Unis 14 milliards de dollars. Vous imaginez si cet argent avait été utilisé, gagé sur des projets de développement inclusif, sur des avancées démocratiques? Non. Quand il s'agit de l'antiterrorisme, plus personne ne compte. Et évidemment, les régimes en question, dans ce que j'appelle les mamelouks modernes, en profitent par tous les bouts. Il faut voir que l'Égypte, après le coup d'État qui a amené l'actuel président au pouvoir à l'été 2013, a englouti, écoutez-moi bien, 20 milliards de dollars en une seule année. Ce sont des sommes absolument colossales et qui sont liées à cette obsession antiterroriste qui fait que les droits des peuples passent littéralement à la trappe. Camille Magnard. Donc, quand vous évoquez cette manne antiterroriste, vous remettez clairement l'Occident au centre de toute cette logique-là, avec un rôle qui est joué par les puissances occidentales?
ce sont généralement pas, en termes de bailleurs de fonds, les Occidentaux qui sont les plus importants bailleurs. Ce sont les pétromonarchies, avec l'obsession anti-frères musulmans, donc anti-terroristes, mais de leur point de vue, de l'Arabie Saoudite et des Émirats, grands bailleurs de fonds. Mais je dirais qu'il y a une rente stratégique qui, elle, est plus militaire, plus politique, plus diplomatique, qui explique, par exemple, que quels que soient les algarades qu'on a prononcées contre Bachar el-Assad, il est toujours là, parce qu'il y a toujours eu des bons et de très mauvais esprits pour se piquer de soi-disant réel politique et dire après tout c'est pas le moindre mal, après tout ce serait le moindre mal, autant les laisser en place. Or ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les généraux, les gangsters, les djihadistes sont dans un rapport dialectique, ils s'alimentent, très directement dans le cas d'Assad et de Daesh, plus indirectement pour les autres régimes concernés, et que donc plus on a de la dictature, plus on a des djihadistes, et c'est l'autre citation que je mets en ouverture du livre de Kamel Daoud, les djihadistes ne sont pas les enfants des révolutions, ils sont les enfants des dictatures, et donc à soutenir ces régimes, eh bien on voit qu'en fait on fait beaucoup plus le lit du djihadisme que le contraire. Et ces régimes sont d'abord les enfants des indépendances qu'ils ont réussi à détourner à leur profit. Et là je refais un retour par l'histoire, parce que vous expliquez que les jalons de ces régimes, de ces structures, de ces appareils de sécurité et de répression ont été posés entre la décennie 49, on va dire, ça c'est plus une décennie, mais on va dire entre la fin des années 40 et la fin des années 60, et que c'est à partir de cela aussi que ces régimes se sont constitués. Alors comment ? Alors on a un demi-siècle d'indépendance arabe qui court de l'indépendance de l'Égypte en 1922 à l'indépendance des pétromonarchies en 1971. Et à l'intérieur, il y a effectivement ce grand détournement par les cliques militaires entre 49 et 69. 49, premier coup d'État en Syrie, premier coup d'État historique. Il faut bien voir qu'il n'y a pas toujours eu des ganaches galonnés au pouvoir chez les Arabes. Avant 49, ça n'existait pas. C'était des présidents, ou c'était des rois, ou c'était des premiers ministres. Puis là, on a un premier coup d'État. On va avoir toute une série de coups d'État qui vont s'achever avec la prise du pouvoir par Kadhafi en 69 en Libye. Kadhafi qui avoue avec une certaine candeur qu'il avait le choix entre la fonction publique et l'armée. Il a pris l'armée pour prendre le pouvoir. Donc on est face à des militaires qui ne rentrent pas dans la carrière pour défendre leur pays ou leurs frontières, mais pour faire des coups d'État, pour faire des putschs. Et c'est cette séquence que l'on voit jusqu'à aujourd'hui, y compris avec l'extrême brutalité des dernières années en Égypte, où on a eu 2 coups d'État en 2 ans, un coup d'État contre Moubarak qui s'est présenté comme révolutionnaire alors qu'en fait c'était un détournement du soulèvement de 2011, et un coup d'État contre le président élu Morsi en 2013, deuxième détournement de soulèvement populaire, cette fois au profit de Sisi, toujours au pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que des indépendances aux contestations qu'on a appelées printemps arabe, même si vous discutez ce terme, on peut parler aussi de révolution, mais ce qui est intéressant, c'est que ces juntes militaires, si elles se nourrissent de cette violence, si elles utilisent et instrumentalisent les tensions, les révoltes, la lutte contre les terrorismes, à aucun moment vous ne dites qu'elles ne les ont initiées, elles les détournent, elles les récupèrent à leur profit, à leur avantage. Elles les récupèrent à leur profit, avec parfois ce que j'appelle les 2 fers au feu, surtout en Syrie et au Yémen, et en même temps une manière de toujours militariser, voire djihadiser la contestation, car il est beaucoup plus facile pour ce type de régime de faire face à une insurrection armée, même si elle est très sanglante. La façon dont l'Égypte de Sisi est en train de complètement abandonner le Sinaï à Daesh est quand même impressionnante, alors que des manifestations, elles sont d'une certaine façon désemparées. La seule chose qu'elles savent faire, c'est tirer à balles réelles, tirer dans le tas, et on voit que ça n'a pas sauvé Moubarak, que ça n'avait pas non plus empêché au Yémen, pays dont on parle trop peu, le dictateur Ali Abdallah Saleh de perdre le pouvoir sous pression de la foule. Et là, je vois aussi une cohérence entre la façon dont les puissances coloniales se comportaient dans la région et dont en fait elles préféraient avoir face à elles des soulèvements armés qu'elles étaient sûres de vaincre du fait d'un rapport de force écrasant, plutôt que des mouvements politiques inclusifs qui, eux, auraient vraiment posé la question du pouvoir et de son partage et auraient été fatales à la domination coloniale hier, à la domination dictatoriale aujourd'hui. Où ça, par exemple ?
On voit très bien en Syrie que c'est le même drapeau qui est agité par les révolutionnaires, le drapeau à 3 étoiles, donc Damas, Alep et toute autre ville qui se joindrait à la révolution, contre la France qui disait que tous ces Arabes ne peuvent pas vivre ensemble, qu'il y a des Druzes, des Alaouites et qui avait créé des sortes de petits États pour les uns et pour les autres, et contre le régime Assad aujourd'hui, dont on voit bien qu'il a pour lui une Syrie utile qu'il contrôle et une Syrie rebelle qu'il affame et qu'il pilonne. Et on peut retrouver ça aussi par exemple dans l'Égypte avec les Britanniques qui ont dû céder face à un mouvement non violent en 1919 reconnaissant l'indépendance de l'Égypte, alors qu'après ils ont combattu une guérilla dans le canal de Suez qui est largement la cause de la prise du pouvoir par Nasser et les officiers libres en 1952. Et elle est là en tout cas votre contre-révolution, Jean-Pierre Philu, histoire de la contre-révolution arabe, généraux, gangsters et djihadistes. Je rappelle que c'est le titre de votre nouvel ouvrage que vous venez de nous présenter aujourd'hui, paru à la Découverte, de contre-révolution. C'est pas des révolutions dans le sens d'un renversement, c'est plutôt un ensemble d'actions finalement qui visent à maintenir un système, un ordre établi par ceux qui en profitent. Exemple contre exemple, pourquoi la contestation populaire de 2011 en Égypte a échoué, Jean-Pierre Philu, là où la contestation tunisienne a réussi et s'est transformée ou est passée vers une transition constitutionnelle et une réponse démocratique plutôt viable? Alors, pour faire très 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 simple, voire sommaire, il se trouve que en Tunisie, on avait un système policier, donc pas les généraux, les gangsters, et les djihadistes. Donc, on n'avait pas cette militarisation de la société. On avait un quadrillage par le parti unique, et puis on n'avait pas la rente gagée sur l'extérieur. C'est-à-dire que ce que volait Ben Ali, il le volait littéralement dans la poche des Tunisiennes et des Tunisiens. Donc, d'une certaine façon, sans rente, on peut reconstruire le contrat social beaucoup plus facilement entre soi. Je ne dis pas que la route est aisée, mais à partir du moment où on a une rente dont je rappelle qu'elle peut atteindre 20 milliards de dollars par an dans un pays comme l'Égypte, la population est littéralement prise en étau des forces de répression qui ont une beaucoup plus grande capacité à poursuivre leur action. Et puis, là aussi, il ne faut pas trop voter pour arriver à la démocratie. Trop souvent, on croit que le vote, c'est la libération. Pas du tout. Un des pays arabes où on vote le plus, c'est l'Irak. On ne peut pas dire que le résultat soit très convaincant depuis 2003. En Tunisie, pendant les 3 premières années qui ont suivi la révolution, on n'a voté qu'une seule fois et on a voté pour la bonne élection, c'est-à-dire pour une assemblée constituante qui a fait son travail de rédiger une constitution. Alors qu'au même moment, en Égypte, on a voté 3 fois pour 3 constitutions différentes, à chaque fois par référendum, qui a encore un peu plus clivé la population, sans revenir sur les 2 coups d'État, détournements de soulèvement populaire que j'évoquais en 2011 et en 2013. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Grande table du mercredi en compagnie de l'historien Jean-Pierre Philu pour Généraux, gangsters et djihadistes, son nouvel essai paru à la Découverte. Les dictatures sont-elles un rempart contre le terrorisme? Vous blâmez, Jean-Pierre Philu, dans cet ouvrage, l'hypocrisie qui consiste à laisser penser que ce serait la seule solution, que ces dictatures seraient les gardiens ou les gardiennes incontournables de la stabilité régionale. Vous l'évoquiez, il y en a pourtant qui plaident aujourd'hui pour une diplomatie réaliste. C'est le cas de Renaud Girard, qui était notre invité en avril dernier à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Quelle diplomatie pour la France ? Prendre les réalités telles qu'elles sont ». Il porte la voix de cette diplomatie pragmatique qui soutient que Bachar el-Assad incarne le régime syrien et qu'il faut parler avec ses ennemis. Écoutez. Il faut une transition en Syrie, progressive. Mais on n'accepte pas de parler à Bachar el-Assad. Mais c'est tout à fait irréaliste parce que lorsqu'on a dit ça en 2012, Bachar el-Assad, qu'on le veuille ou non, incarnait l'État en Syrie. Et nous avons dit, dirigeants français et étrangers, d'ailleurs, on dit à l'époque, oh, mais de toute façon, son régime n'en a que pour quelques semaines. Manuel Valls va envoyer
ces officiers de la DGSE, qu'on commence à avoir de plus en plus d'attentats de djihadistes sur le sol français, pour essayer d'avoir des renseignements auprès des services syriens. Et les services syriens ont dit, rouvrez d'abord votre ambassade, on coopérera ensuite avec vous. Donc, je pense que cette diplomatie ne sert à rien. Je ne pense pas que nous avons bien servi les intérêts de la France au Moyen-Orient en adoptant cette position morale et en rompant nos relations diplomatiques avec la Syrie. La diplomatie, ça sert à parler avec ses ennemis, ça sert pas à parler avec ses amis. On peut demain fermer l'ambassade à Copenhague, ça changera rien avec nos relations avec le Danemark. Mais en Syrie, nous avions une ambassade qui fonctionnait bien, qui pouvait essayer d'influencer un peu le régime syrien sur lequel nous avions beaucoup investi, puisque nous avions invité Bachar en 2008. Peut-être que nous avions trop investi. Mais une politique étrangère, ça se fait sur le long terme. Bon, investi, je sens, Jean-Pierre Filiu, que ce terme va retenir votre attention, mais c'est vrai que vous êtes globalement assez sévère aussi avec la position prise par le président Emmanuel Macron, qui considère que les priorités en Syrie, c'est d'abord la recherche de la stabilité et la lutte contre le terrorisme, pas le départ de Bachar el-Assad. Je n'ai pas énoncé que la destitution de Bachar el-Assad était un préalable à tout, et récemment, il a quand même aussi dit qu'il fallait pouvoir discuter avec le président, le chef de l'État syrien, et ensuite que l'homme serait redevable de ses crimes devant son peuple et éventuellement devant la justice internationale. Est-ce qu'il avait vraiment le choix, Emmanuel Macron, dans cette prise de position ? Est-ce qu'aujourd'hui on a encore le choix ? Comme président de la République, toutes les options sont ouvertes devant lui à condition qu'il ne s'enferme pas dans une seule. À la différence de Renaud Girard, moi j'ai été diplomate, et j'étais diplomate en Syrie, et j'étais diplomate à Damas, et j'étais diplomate auprès des Assad. Donc j'ai une vague idée de ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. Et il y a certaines situations où s'abstenir vaut mieux que se leurrer sur ce qu'on pourrait faire en s'abordant ce qui est une ressource fondamentale. La morale en politique est une ressource fondamentale. Les soi-disant réalistes sont les plus irréalistes de tous. Une diplomatie qui ne peut pas, en tout cas dans un système démocratique comme le nôtre, afficher des principes moraux clairs dans lesquels nos concitoyens se reconnaissent, est une diplomatie faillie. Et regardons d'ailleurs, pendant que la France se piquait de morale, mais a été loin de contrôler la situation au Moyen-Orient, regardons le résultat de cette année de soi-disant réel politique au Moyen-Orient. Regardons l'ampleur des désastres, l'ampleur du carnage, l'ampleur de la déstructuration, l'ampleur des flux de réfugiés, l'ampleur de la menace djihadiste. Bravo les réels politiciens. C'est effectivement un très très beau résultat. Donc face à cela, il y a aussi la tentation du matin qui vient de naître. Comme si Bachar el-Assad n'était pas là depuis 17 ans, à massacrer, violer, éventrer, et que soudain, par la grâce d'une élection parisienne, on pouvait remettre les compteurs à zéro. Mais on ne peut jamais les remettre avec des bourreaux pareils. Et on voit bien que le jour où le président, malencontreusement, le président Macron s'est avancé un peu à découvert, où il a dit qu'il était prêt à rencontrer Bachar, en tout cas ce que la France rencontre Bachar ou ses représentants, immédiatement il s'est pris une bordée d'injures du dictateur syrien, qui accusait la France d'avoir les mains pleines du sang du peuple syrien, apprécier l'image venant du tyran de Damas. Il faut bien voir que si on donne l'impression qu'on est prêt à négocier sans condition, eh bien on aura, comme disait l'autre, la défaite et le déshonneur, et on n'aboutira à rien de ce qu'on prétend obtenir. La France, Emmanuel Macron tombé dans un piège, il n'y est pas encore tombé. Pas encore. Pas encore. Il peut s'en relever. Oui, une question de Camille Magnard. Est-ce que la morale que vous appelez de vos vœux en géopolitique peut peser face à la guerre contre la terreur de Moscou, et le piège est aussi tendu par Moscou? Mais la question est, comme toujours, il y a la morale, puis il y a le cadre intellectuel. Si on accepte le cadre intellectuel des bourreaux et des tyrans, eh bien, on en deviendra totalement prisonnier. À partir du moment où, au fond, quand on parle de terrorisme, sans le spécifier, alors qu'on sait bien que toutes ces dictatures qualifient de terroristes le moindre opposant, y compris civil et pacifique. À partir du moment où on ne dit pas djihadisme, à partir du moment où on ne qualifie pas Daesh comme étant l'ennemi, mais où on parle du terrorisme au sens large, d'une certaine façon,
on a déjà perdu une partie de la bataille morale, intellectuelle, politique vis-à-vis de Moscou et d'Assad. Le président a, à l'évidence, pris la décision de traiter avec le régime Assad. Soit, mais alors qu'il le traite bien, qu'il parte d'un bon pied, que surtout il n'arrive pas, en s'étant lui-même désarmé, face à un interlocuteur aussi pervers. Et là-dessus, il y a une possibilité. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il soit encore à ce stade tombé dans le piège, mais il faudrait qu'il fasse vite. Le président s'est lui-même dit intraitable. Je cite ses propres mots sur deux questions. La question des armes chimiques, où on voit que la Russie a complètement détricoté tout ce qui avait été patiemment fait comme dispositif d'enquête indépendant de l'ONU. Mais l'autre question, elle est brûlante, elle est actuelle. C'est l'accès humanitaire aux zones de conflit. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron sait que à quelques kilomètres à vol d'oiseau du palais de Bachar el-Assad, il y a des Syriennes et des Syriens qui meurent de faim, qui meurent faute de soins dans ce qu'on appelle la Routa orientale, c'est une banlieue de Damas, qu'ils soient intraitables et qui disent demain je suis prêt à traiter avec Damas, mais à condition que l'aide humanitaire rentre de manière libre dans ces zones dévastées où les civils meurent chaque jour. Et on entendait récemment le coup de gueule du médecin humanitaire Raphaël Pitti sur ce sujet-là, qui espérait que ça irait plus vite et que la France donnerait vraiment son appui sur ces questions humanitaires et ces couloirs à mettre en place. Un mot juste d'ouverture pour vous, le scénario d'avenir. Est-ce que le devenir démocratique est un horizon qui s'éloigne pour ces pays? Est-ce que c'est un horizon rendu inatteignable, révolution contre révolution? Est-ce que c'est juste un ressac qu'on est en train de vivre en ce moment? Est-ce qu'il peut encore se passer quelque chose qui tende vers l'espoir ou l'espérance, comme vous l'évoquez dans votre livre? Alors, le vrai message d'espoir, c'est l'historien qui le donne, non pas forcément dans la longue, mais même dans la moyenne durée, c'est que à aucun moment cette contre-révolution n'a réussi à rétablir le statu quo ante de 2011. Nous sommes tous avec des régimes qui dépensent beaucoup plus d'argent, qui sont beaucoup plus violents, qui sont beaucoup plus illégitimes face à une population qui, dans sa chair et dans son sang, a appris. Et c'est qu'effectivement, il n'y a pas de concession à faire avec ce type de dictature. D'une certaine façon, pour moi, c'est un message d'espoir. Un grand merci à vous, Jean-Pierre Filu, généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe, paru à La Découverte, c'est votre nouvel essai.